Le prolétariat et le sous-prolétariat de Nebel à Douala, puisque ça concerne toujours Douala. Douala était le principal centre urbain du croissant fertile du sud du Cameroun et attira donc, après 1945, des milliers de Camerounais à la recherche d'une vie meilleure. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que le croissant fertile, allez simplement sur Internet, écrivez croissant fertile du Cameroun, ça va vous sortir une carte du Cameroun qui dessine le croissant fertile dans les terres les plus fertiles au Cameroun. Bonjour, on est. Pour beaucoup, cette quête fut infructueuse. Le district de Nebel, qui était à l'origine le lieu de résidence de marchands Aoussa et de certains travailleurs migrants, s'enfla pour former, après 1947, une communauté instable et précaire qui était 2 fois plus peuplée que le reste de la ville, tout en occupant une surface moindre. En 1955, Nebel comptait au moins 63 000 habitants, peut-être même 70 000. Entre 1947 et 1952 seulement, la population de Douala, quand 20 000 personnes répondirent à l'appel au travail manuel engendré par l'expansion économique lors du premier plan de développement, à cause des complexités juridiques du droit de propriété à Nebel et de la temporisation de l'administration, l'entassement des immigrants forma un quartier de taudis épouvantable. Se promener dans le faubourg de Nebel les premiers jours, j'eus peine à me convaincre que des êtres humains puissent s'emplir quotidiennement les poumons de ces odeurs putrides, patauger dans ces marécages qui tiennent lieu de rue, vivre et dormir dans ces cavernes de troglodytes. Ah, je peux me blesser pour rien là. De troglodytes. Ouais, voilà comment on qualifiait Nebel à l'époque. Mais nous sommes en 2026. Si l'auteur se retrouve à Nebel, il ne va même pas changer un mot sur ce qu'il vient de dire là. Puisqu'il dit qu'en 1957, 56-57, se promener dans le faubourg de Nebel les premiers jours, juste peine à me convaincre que des êtres humains puissent s'emplir quotidiennement les poumons de ces odeurs putrides, patauger dans ces marécages qui tiennent lieu de rue, vivre et dormir dans ces cavernes de troglodytes. En réalité, j'ai dit, nous sommes en 2026, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Peut-être le quartier 5, le quartier kilomètre 5 de Nebel, là-bas, on peut dire que c'est le quartier le plus beau, le plus propre, mais le reste là, quand tu arrives à ce qu'on appelle le sous-sol du quartier, Djomabi, Kolmintak, Casino, tout ça, c'est pareil. Dans la décennie d'après-guerre, l'urbanisation affecta tout le Cameroun, mais aucune autre ville ne connut un accroissement absolu ou proportionnel de la population aussi important que Douala. En 1955, la deuxième ville, Yaoundé, avait environ 37 000 habitants et Konsamba 20 000. La cause principale de cette urbanisation si accentuée à Douala provenait du fait que, à l'exception de certaines populations d'une CAM apparentées au Douala et dont beaucoup furent assimilés dans la communauté Douala, presque tous les immigrants se concentraient dans une zone donnée. Un autre trait frappant de cette immigration était son caractère définitif. Dans la plupart des villes africaines, à Yaoundé par exemple, une bonne partie de la population était semi-urbanisée et tirait une partie de ses revenus de la terre. À Douala, un tel réservoir de main-d'œuvre agricole n'existait pas. En fait, 93% de la population 80% de la population active était composée de salariés, de commerçants et d'artisans, comme c'est toujours le cas aujourd'hui. Nebel était donc unique en Afrique tropicale car sa population de densité élevée était composée totalement de citadins. En comparaison de Tichville, de l'Est-Congo belge, qui est aujourd'hui appelé le Congo d'Iracé, qui avait une densité élevée de 160 000 habitants par hectare,
plus de 78% des habitants de Nebel vivaient dans des zones d'une densité supérieure à 175 000 habitants par hectare, 49% au-delà de 200 personnes par hectare et à peu près un habitant sur 7 dans des quartiers de 275 à 300 personnes par hectare. Il est donc évident qu'un prolétariat urbain se formait à Nebel. L'emploi agricole était pratiquement absent et 77,4% de la population active était salariée. Si l'on déduit les fonctionnaires, les employés de bureau et ceux du secteur commercial, il reste 66% de la main-d'œuvre occupée au travail manuel. Mais la constitution à Nebel d'un sous-prolétariat est aussi significative. On peut ranger dans cette catégorie des éléments inférieurs de la population laborieuse auxquels leur bas niveau de qualification ôtait tout espoir de s'élever et qui étaient au seuil de subsistance minimum. Un instant. On peut estimer ce groupe de non qualifiés, de gardiens, de cuisiniers, de boys, d'employés de lingerie et la majeure partie des apprentis à 25% de la population active masculine adulte. Il faut ajouter à ce groupe dont l'emploi était très précaire et souvent occasionnel le grand nombre de chômeurs estimés à 15 ou 20% de la population adulte. Avec le ralentissement de l'activité économique au milieu des années 1950, de plus en plus d'immigrants avaient des difficultés à trouver du travail et venaient grossir les rangs de ce sous-prolétariat qui s'accroissait aussi de ceux qui perdaient leur travail. On a l'impression que c'est une histoire de 2026 qu'on est en train de lire. La nature communautaire de cette société, le fait que beaucoup de chômeurs et d'oisifs vivaient des revenus de ceux qui avaient du travail et finalement les menaces croissantes sur l'emploi existant aidèrent beaucoup à atténuer les différences entre prolétariat et sous-prolétariat. La première de ces forces, le prolétariat, constituait la base essentielle à Douala d'un syndicat militant, l'USCC, et du Parti nationaliste radical, l'UPC, dont le siège central se trouvait à Nebel. Le sous-prolétariat était associé à une criminalité élevée à Douala. Il s'agissait essentiellement de vols, qui étaient surtout le fait de jeunes sans emploi et agissant parfois en bande. Encore une fois de plus, rien n'a changé 80 ans après. Quels étaient les éléments constitutifs du prolétariat et du sous-prolétariat de Douala? La question est posée. Pour répondre à cette question, il est nécessaire de mettre en liaison les facteurs ethniques et la formation d'une classe. Il y avait 4 groupes ethniques ou culturels dominants qui, ensemble, constituaient 78% de la population de Nebel. Il s'agissait des Bamileke, 38%, des Bassa et des Bakoko, 14,7%, des Yaoundé, 15,8%, et des gens du Mbam, 9,3%. Ce que Dizien et Cambon appellent les Yaoundé sont en fait les populations auxquelles nous avons fait référence tout au long de cette étude en parlant de Béti. Mais il y inclut les Boulous et les Fang, qui sont très peu représentés à Nebel, dont ils formaient
moins de 2% de la population. Donc, ils formaient moins de 2% de la population. Les gens de la région du Mbam incluent, pour ces auteurs, plus de 7 groupes ethniques qui ont en commun certaines similitudes culturelles, mais essentiellement leur origine régionale. Ils ont moins d'importance que les 3 autres groupes. La dislocation sociale, le déclin démographique et la stagnation économique qui étaient les traits de cette région ne faisaient que s'accuser à travers leur émigration à Douala. Ils n'eurent donc qu'une importance restreinte. Voici les caractères essentiels de la structure professionnelle de ces 4 groupes ethniques de la population de Neubel. Les Bamileke, qui comptaient environ la moitié des hommes de Neubel entre 16 à 29 ans, étaient faiblement représentés parmi les employés, sauf dans le secteur commercial à cause de leur niveau d'éducation inférieur. Aujourd'hui, même que les Bamileke ont beaucoup de diplômes, est-ce que ça a changé? Ils ne formaient aussi qu'une petite proportion de travailleurs qualifiés et semi-qualifiés, mais leur pourcentage parmi les non qualifiés était pratiquement le double de celui de Yaoundé et des Bassa. Les Bamileke se partageaient donc pour l'essentiel entre l'activité la plus indépendante, le commerce, et plus dépendante, le travail non qualifié. La structure professionnelle des gens du Mbam était identique à celle des Bamileke, avec lequel ils avaient aussi en commun d'être surtout des immigrants récents à Neubel. Mais ils n'avaient pas la cohésion sociale et le dynamisme des Bamileke. Et malgré leurs emplois essentiellement ouvriers, ils pesaient d'un poids bien plus faible dans les forces politiques radicales. Les 2 groupes de Bassa et de Yaoundé, entre guillemets, étaient bien représentés à Neubel avant la Deuxième Guerre mondiale. Mais le développement de l'après-guerre n'avait que peu stimulé l'immigration Yaoundé, qui était passée à 8200 en 1947, à seulement 10 000 en 1955. Bonjour Zéla. Une proportion importante de membres de ces 2 groupes travaillaient pour le gouvernement, mais les Bassa se concentraient essentiellement dans l'administration des chemins de fer. Tandis que les Yaoundé, entre guillemets, avaient une répartition beaucoup plus diversifiée et constituaient ce que Dizien et Cambon appellent, entre guillemets, une véritable aristocratie professionnelle. Ces 2 groupes avaient aussi approximativement la même proportion de non qualifiés, mais la répartition de leurs travailleurs qualifiés présentait de notables différences. De même que les employés Bassa dominaient dans un secteur les chemins de fer, les travailleurs manuels appartenant à ce groupe se concentraient dans le secteur industriel où les qualifications étaient les moins élevées, celui du bâtiment. Dans le secteur mécanique, qui demandait des qualifications plus élevées, les Yaoundé, entre guillemets, étaient de nouveau relativement une aristocratie du travail. Mais beaucoup de travailleurs Bassa n'étaient pas simplement dans une situation légèrement meilleure au point de vue du salaire et de la qualification que les non qualifiés. La fin brutale du boom artificiel dans le bâtiment les menaçait de façon imminente de la perte d'une de leurs principales sources de revenus. Pour tirer les conclusions qui s'imposent de cette description condensée du facteur économique, du facteur ethnique, il faut, d'une part, opposer ce que l'on a dit de chaque groupe dans son contexte urbain et l'analyse faite précédemment de sa situation en milieu rural, et d'autre part, anticiper un peu sur la description de l'implantation de l'UPC. Nous avons vu que les Bamileke n'étaient pas seulement les plus nombreux à Neubel, mais aussi les plus représentés dans les emplois inférieurs. Près de 40% de la communauté Bamileke était composée de travailleurs non qualifiés, de gardiens et de domestiques. Le soutien important qu'ils apportaient à l'UPC ne vint pas seulement de cette composition très prolétarienne, mais aussi de leur intérêt
de groupes ethniques prolifiques et dynamiques. La pression démographique intense à Nebel déclencha pratiquement une lutte pour l'espace vital qui se déroula non pas à l'intérieur, mais entre les différentes communautés ethniques. Dans le cadre de leur colonisation, de l'essentiel de la frontière occidentale du Cameroun, les Bamileke étaient en train de s'emparer physiquement de la plus grande partie de Nebel et de Douala en général. Les Bassa étaient le deuxième groupe ethnique à avoir des liens étroits avec l'UPC. Et leur situation en ville rappelait leur situation désespérée en milieu rural. Les Bassa manifestaient un grand dynamisme politique et intellectuel, mais absolument aucun quand il s'agissait de la lutte en ville pour le travail de l'espace vital. Ils avaient tendance à maintenir dans les emplois où ils s'étaient installés en tant que groupe immigré le plus ancien. Les chemins de fer et le bâtiment. À la différence des Bamileke qui pratiquaient une agriculture de marché florissante dans la région du Mongo et dominaient le petit commerce et le transport, les Bassa, mis à part ceux qui étaient fonctionnaires, étaient surtout des agriculteurs et des travailleurs pauvres. En 1955, ils étaient parmi les plus durement touchés et les moins aptes à résister à la contraction du marché de l'emploi à Douala. Il est inutile d'insister sur le lien entre, d'une part, la base de Yaoundé, entre guillemets, dans le cacao, et le fort pourcentage de ceux d'entre eux installés en ville occupant des emplois qualifiés ou semi-qualifiés, respectivement 38,8% et 11,2%, et d'autre part, leur modération politique et même leur conservatisme pendant l'essentiel de la période d'après-guerre. On peut donc conclure que le prolétariat et le sous-prolétariat de Nebel avaient en commun beaucoup d'aspects concernant leurs conditions de travail et de logement, mais que sur d'autres points, les diverses composantes ethniques se différenciaient. À certains moments, leurs intérêts et leurs actions convergeaient et, à d'autres, ils divergeaient de façon significative. Mais dans les années 54-56, la détérioration de leur environnement commun, Nebel, et l'incapacité de l'administration à y remédier les réunir dans un même désir fondamental, celui d'obtenir des changements dans leurs conditions épouvantables d'existence. À un autre niveau d'analyse, on peut dire qu'ils étaient victimes d'une même force sur laquelle ils n'avaient aucun contrôle. La nature d'enclave de l'économie coloniale dont ils dépendaient pour leur subsistance. Le caractère limite, ou plutôt limité, de l'activité industrielle dans le centre économique du territoire est encore plus évident si l'on précise que l'on inclut dans la catégorie production industrielle entre guillemets des activités comme la fourniture d'eau et l'électricité. Plus de 50% de la main-d'œuvre travaillait pour l'équipement et la construction et pour le commerce et le transport qui dépendaient en partie de ce secteur. Les effets du déclin brutal dans ce secteur allaient donc être immédiatement nocifs. Dans l'un comme dans l'autre, les effectifs se sont fortement dégonflés depuis le courant de 1954 pour des raisons que nous avons déjà exposées. Achèvement des grands travaux d'équipement entrepris au titre du premier plan quinquennal, crise de la construction privée liée à l'arrêt de l'euphorie économique des années 40, des années 47 à 53. Avec la fin du boom économique entre 54 et 55, plus d'un travailleur du sous-prolétariat et des échelons inférieurs au prolétariat de Douala fut confronté à la menace d'une misère encore plus grande et même de la famine, en l'absence de possibilités d'emploi agricole aux limites de la ville. Face à cette aggravation de la pauvreté, il ne fallut pas longtemps pour que les groupes divers, soumis à la même propagande idéologique révolutionnaire du syndicat et des groupes nationalistes, s'unissent sur des bases de classe et de race contre ceux qui apparaissaient de plus en plus comme les responsables de leur détresse. Bien. Ça, là, nous avons fini, les amis, avec l'histoire des peuples du Cameroun.